Hello hello et bienvenue dans L'Impertinente, le podcast qui va vous révéler le vrai quotidien des journalistes. Je m'appelle Marie Gramont, je suis attachée de presse indépendante et mon job c'est de faire rayonner tout type d'entreprise dans les médias, les startups, les TPE, les PME, les grands groupes. Et qui dit média dit évidemment journaliste. C'est vrai que j'ai toujours aimé comprendre leur quotidien, leur manière de travailler, leurs attentes, leurs contraintes. Et je me suis dit finalement, quoi de mieux que de leur donner directement la parole à ces fameux journalistes. Alors voilà comment est née L'Impertinente. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inverser les rôles attachés de presse journalistes pour aller directement à leur rencontre et les interviewer. Et bien entendu, j'ai envie de tout vous partager. Vous venez avec moi ? L'invité du jour a plus de 20 ans de bouteille dans le journalisme. Il a d'ailleurs été le président du club de la presse de Lyon et de Saint-Étienne. Et il est aujourd'hui le cofondateur et le directeur de publication d'un média indépendant, j'ai nommé Ours, le média de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Mathieu Ozanam. Hello Mathieu, et bienvenue dans L'Impertinente. Bonjour Marie, merci pour ton invitation. Eh bien écoute, pour moi, c'était une évidence que de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast, puisque tu es par définition un journaliste qui traite des questions de communication, de médias, de marketing, et je pense qu'on va avoir pas mal de choses aujourd'hui à se raconter. Bon, on va voir ça ensemble, ouais. Eh bien oui, et justement, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ton propre média dans le domaine de la communication ? Eh bien, l'histoire, elle commence en fait à l'été 2019 avec l'arrêt d'un média qui avait 37 ans d'ancienneté, qui s'appelait Intermédia. Et avec quelques anciens collègues, on s'est dit que c'était quand même dommage de s'arrêter là. Et donc, on a potassé tout l'été, on a retravaillé sur un projet pour s'adresser aux professionnels de la communication en Auvergne-Rhône-Alpes en intégrant le web, puisque l'information, elle passe par les écrans essentiellement aujourd'hui. Et c'est la rapidité, c'est aussi la flexibilité de réagir rapidement, il n'y a pas de délai de bouclage, j'allais dire. À ça, on a rajouté une partie événementielle, on a une partie print avec une revue trimestrielle et un hors-série qui s'appelle Constellation. D'accord. Et ton parcours alors, qu'est-ce que tu as fait avant de monter Ours Magazine ? Alors, avant de monter, j'ai eu un parcours d'abord qui est passé par Sciences Po à Grenoble. Après, je suis retourné en région parisienne. J'ai commencé par être chargé de communication dans une fédération de médecins. Mais il me manquait un bac plus 5, enfin c'était mon sentiment. En tout cas, j'ai repris des études d'économie de la santé. Il fallait faire un stage. J'ai fait un stage dans une entreprise qui a monté Doctissimo, en fait, le site santé grand public. Donc là, on est vers 2000. Donc moi, j'y suis resté de 2000 à 2003. Et en fait, ce qui était très intéressant à ce moment-là, c'est que c'était les débuts des sites d'information, surtout sur la santé. Et on voyait tout de suite les statistiques. En fait, dès qu'on publiait un article, on voyait s'il était lu ou pas, ce qui intéressait ou pas. Donc, par exemple, les articles, ils étaient en 3 pages, en 3 parties. Et on voyait que la 3e partie, il y avait plus de 10% des gens qui cliquaient. Donc, on a compris qu'il fallait réduire ça. On a vu aussi, c'était avant les réseaux sociaux, 2000, avant la profusion de réseaux sociaux. Et les communautés, en fait, elles se retrouvaient sur les forums de discussion de Doctissimo. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir cette vivacité, de voir un peu quels étaient les sujets qui pouvaient intéresser les lecteurs. Donc ça, moi, je l'ai retenu dans tout mon parcours, ce contact avec les lecteurs. Et puis après, mon parcours, les hasards de la vie m'ont ramené dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai travaillé, j'ai dit un peu plus classiquement pour de la presse écrite, locale, économie et collectivité. D'accord. Bon écoute, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux ton parcours, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec l'interview Maestro. T'es prêt ? Allez. Alors Mathieu, je te propose un petit jeu de questions-réponses. L'idée, c'est que tu retournes à chaque pancarte et derrière chaque pancarte, il y a une question à laquelle tu vas devoir répondre sans filtre. Donc je t'invite peut-être à prendre la première pancarte. Et je la lis. Et tu la lis et tu réponds. Alors, quelle est ta couleur préférée ? Ah non, non, là je me suis trompée. C'était pour ma fille. Alors, tu es tantôt décrit directeur de publication, tantôt rédacteur en chef. Penses-tu qu'il y a une confusion de la part des communicants et tu t'occupes de quoi concrètement sur le terrain ? Alors, je ne sais pas s'il y a une confusion de la part des communicants. C'est vrai que peut-être de l'extérieur, c'est difficile à comprendre, mais comme je le disais précédemment, c'est un média qu'on a créé. Donc, en fait, on est avec mes associés, Julien, François, Marc, on est cofondateurs. Et avec Julien, on est dans l'opérationnel. Julien sur la partie développement, partenariat et développement commercial.
et moi sur la partie éditoriale. Et donc en fait, directeur de publication, c'est un peu ma responsabilité dans l'entreprise, j'allais dire. Tandis que rédacteur en chef, c'est-à-dire que je suis vraiment encore impliqué pour choisir les sujets, pour voir le planning éditorial, etc. Tu as le double profil. Voilà, j'ai le double profil et en fait c'est pour ça que tantôt je me décris plus comme le responsable du média et tantôt plus comme la personne dans l'opérationnel qui est encore le contact avec les attachés de presse et les communicants. Donc tu t'occupes de quoi concrètement sur le terrain? Eh bien, moi je m'occupe plus des formats print que web. Je contribue un petit peu au web, mais on a Pierre qui est le rédacteur en chef adjoint et qui est vraiment dédié au web et qui gère ça en toute autonomie, même si évidemment on a des échanges sur différents sujets. Ok, et du coup, des comités de rédaction peut-être régulièrement, j'imagine? Alors, ça c'est un sujet intéressant parce que moi, on est plutôt en réunion permanente, on est dans une même pièce et donc souvent on peut réagir ensemble, échanger comme ça. C'est vrai que moi j'essaie de minimiser, de minorer les réunions. Voilà, j'ai pu en faire par le passé des conférences de rédaction. Quand on travaille pour un hebdomadaire. Là, on est sur un rythme quotidien avec le web. Donc, on a un fichier Excel, en fait, où on partage les sujets. On met les initiales pour savoir qui va prendre le sujet et qui va le suivre. C'est la responsabilité de Pierre de voir qu'un sujet ne reste pas pendant 15 jours sans qu'il soit attribué à personne ou que le sujet il apparaisse pas sur le site. Mais en fait, c'est un peu un roulement quotidien. Et comme on est 4 à la rédaction, eh bien, les échanges ils sont beaucoup plus directs. Ok, eh bien, écoute, au moins on y voit plus clair dans votre manière de fonctionner au quotidien, c'est chouette. En tant que journaliste qui évolue dans l'univers de la communication et du marketing, comment perçois-tu l'importance croissante des réseaux sociaux dans la diffusion de l'information et comment cela influe-t-il ton approche? Ouais, ça me fait repenser à mon expérience de Doctissimo. Je me disais, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était les forums. Les réseaux sociaux, en fait, si je prends un tout petit peu de recul, les journalistes, on est beaucoup sur Twitter, X maintenant, et il y a peut-être un phénomène de bulle aussi, parce qu'on voit des tendances apparaître sur Twitter, c'est les fameux algorithmes qui nous poussent tel type d'information, et parfois il y a une surréaction en fait à l'actualité. Les journalistes ont toujours peur de ne pas être en prise avec l'information et avec les attentes en fait des lecteurs ou des téléspectateurs. Ça, on l'a vu par exemple lors de la crise des Gilets jaunes, de dire mais on ne l'avait pas vu arriver. Et donc, il faut qu'on observe Facebook, il faut qu'on observe Twitter pour pouvoir avoir ce retour de terrain en fait. Nous, c'est un petit peu différent au sens où on est un média professionnel. La façon dont nous, on utilise les réseaux sociaux, c'est surtout LinkedIn qui est un réseau professionnel parce que dans le secteur de la communication, que ce soit les agences ou les annonceurs, ils publient régulièrement des choses sur leur évolution de carrière, changement de poste, nouveau budget, etc. Donc nous déjà, c'est une veille que l'on fait, voilà, on est 4, on n'a pas exactement les mêmes réseaux, les mêmes personnes que l'on suit sur LinkedIn, et donc c'est déjà une première veille que l'on peut exercer. Après, l'importance des réseaux sociaux, justement, il faut savoir la maîtriser et ne pas courir toujours après la dernière news. C'est-à-dire que nous, certes, on est sur un rythme quotidien, on essaie de coller à l'actualité, évidemment, mais comme on a un média professionnel sur abonnement, on essaie de ne pas avoir les mêmes infos qu'on pourrait lire gratuitement, par exemple, sur nos confrères de 20 minutes ou d'actu.fr, voilà. Donc, je te donne un exemple. Si on parle du nouveau maillot de l'OL, par exemple, avec les sponsors, etc., c'est une actu qui pourrait être du merchandising, du marketing, qui pourrait nous intéresser. Mais on sait que cette info, elle va se retrouver sur les blogs des supporters, elle va se retrouver très rapidement sur les réseaux sociaux, et nous, à part relayer le même type d'information, on ne va pas se différencier. Et donc, ça ne va pas justifier, entre guillemets, le prix de l'abonnement, puisque cette information, on va la trouver de façon libre très facilement. D'accord, donc vous préférez ne pas la traiter plutôt que peut-être aller chercher un angle différent. En fait, on a une petite rédaction, donc il y a des choix à faire. Nous, on écrit chaque jour entre 5 et 8 brèves ou articles, donc c'est déjà un rythme important puisque je vous dis qu'on est 4. Mais en réalité, comme vous l'avez compris, j'ai aussi des fonctions managériales, donc je ne suis pas à 100% sur la rédaction. Et on a une journaliste qui est à mi-temps avec nous, donc en fait, on est 4 journalistes, mais on n'est pas 4 en permanent. J'ajoute à ça qu'il y a une rédactrice qui travaille sur des brèves de façon plus ponctuelle.
Donc il y a forcément des choix qui s'opèrent et on ne peut pas être exhaustif. Et on préfère avoir les informations qui passent par le filtre de ce qu'on estime être notre ligne éditoriale et ce qui va intéresser nos lecteurs, plutôt que de chercher à être exhaustif. Et on ne pourra jamais concurrencer l'équipe, le Dauphiné libéré, le Progrès. On n'est pas assez nombreux de toute façon. Alors, peut-être que dans 10 ans, s'il y a une nouvelle interview, on sera une rédaction beaucoup plus étoffée, mais en tout cas, c'est pas à pas qu'on avance. Oui, je sais que vous avancez vraiment progressivement depuis quelques années. Alors, redis-moi d'ailleurs l'année de création on s'est lancé en février 2020, donc comme tout le monde s'en souvient, un mois plus tard, on était en confinement. C'est vrai. Et en fin de compte, est-ce que l'histoire aurait été différente sans le confinement? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde était devant son écran. Et pour un média qui s'est d'abord lancé en numérique, pour nous, finalement, ça nous donnait une visibilité. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Mathieu journaliste d'il y a 20 ans qui pourrait t'apporter un réel enseignement aujourd'hui? J'espère que ça ne donne pas un coup de vieux. Alors non, en plus, à chaque fois que je viens à Grenoble, j'ai l'impression de remonter dans le temps, donc au contraire, ça me rajeunit. Non, mais alors, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que tiens bon, parce que sur la durée, ça va payer. Parce que il y a beaucoup de jeunes journalistes qui se lancent. Et puis, globalement, la carrière d'un jeune journaliste, c'est 7 ans avant qu'il bifurque. Soit qu'il s'oriente vers le monde de la communication, soit qu'il change complètement d'orientation professionnelle, mais parce que, tout simplement, comme le dit l'expression, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Parce que les modèles économiques des médias font que il y a une grande fragilité, que les grands médias parisiens qui attirent les newsmag, etc., les chaînes d'information continue, sont très sollicités. Donc, le Mathieu journaliste d'il y a 20 ans, en arrière, c'est un Mathieu qui, lorsqu'il y a eu la dernière journée à Sciences Po Grenoble, le prof demande « Vous, qu'est-ce que vous allez faire ?» Moi, j'étais dans les derniers à répondre et tout le monde dit « Je vais faire une école de journalisme, je vais faire du journalisme, je vais faire du journalisme. » Et moi, j'arrive en bout de fil, je me dis « Mais en fait, c'est comme s'il y avait un tableau et chacun inscrit son nom. » Et je dis « Mais il n'y a plus de place sur moi. » Et je dis « Moi, je prendrai ce qui restera. » Et donc, on m'en parle encore des dizaines d'années plus tard parce que ça avait marqué tout le monde. Et en fait, ce que moi, j'ai appris, c'est qu'il faut être très persévérant, faut avoir confiance en soi, c'est pas toujours facile, parce que je parlais de Doctissimo, on s'en souvient pas aujourd'hui, il y a une bulle internet qui fait que les sites santé, les sites d'information tout simplement se sont effondrés les uns après les autres. Doctissimo, c'était 28 rédacteurs au départ pour créer la base d'articles, et moi j'étais dans les 4 derniers. Ah oui. Voilà, donc au fur et à mesure des semaines, on voyait les collègues s'en aller et les chaises vides. Et puis voilà, j'ai une période où j'étais pigiste, donc il faut aller se vendre un petit peu, aller chercher des collaborations. C'est pas évident. Donc en fait, voilà, pour répondre à la question, je me dirais, ça vaut le coup en fait d'être persévérant. Donc là, tu es heureux aujourd'hui dans ta posture actuelle. Oui, et puis effectivement, 20 ans en arrière, j'aurais jamais pensé créer un média. Alors, au-delà des communiqués et des infos officielles, comment un attaché de presse peut-il vraiment faire la différence pour toi? On rentre dans la technique de la relation communicant-journaliste. Ouais, alors je suis en position d'interviewer, alors que c'est souvent le journaliste qui interviewe, parce que j'aurais presque envie de retourner la question, je vais pas le faire, mais c'est vrai que on connaît pas forcément la façon dont vous, les attachés de presse, vous travaillez, parce que la façon dont moi je le perçois ou dont je l'analyse, c'est que vous avez des demandes ponctuelles parce qu'il y a une actualité, il y a un nouveau produit, il y a je sais pas quoi, et donc on vous demande de toucher le plus de monde possible pour avoir des retombées presse. Nous, à Ours, on essaie de travailler sur la durée, c'est-à-dire de ne pas être juste courir après l'information et la dernière nouveauté. C'est-à-dire que, pas plus tard qu'hier, j'ai rappelé une attachée de presse dont j'avais gardé le mail qui datait du mois d'avril. Je lui ai dit non, mais je vais travailler sur un sujet sur les podcasts, on se rappellera, et voilà. Et je l'ai fait, mais voilà, 6 mois plus tard, voilà. 6 mois plus tard. Et en fait, je ne mets pas tout de suite à la corbeille certains mails parce que je sais que je vais pouvoir les retrouver et recontacter l'attaché de presse. Je pense que 6 mois plus tard, l'attaché de presse, je ne sais pas si elle est encore en lien avec son client en fait. C'est en ce sens où je dis je ne sais pas comment vous travaillez,
Parce qu'en fait, moi, ce que j'attends d'une attachée de presse, c'est d'être une sorte de fixeur. C'est-à-dire d'aller chercher la bonne personne, de dire moi je suis en train de travailler sur tel sujet, je travaille sur la communication des industriels et j'aimerais quelqu'un qui a fait sa première campagne télé, est-ce que vous avez ça dans vos clients? Voilà, et pas juste me pousser l'actu, disant on est les meilleurs, on est les premiers, sans que parfois en plus ce soit étayé par des chiffres et que, voilà, et que c'est de la communication un petit peu premier degré, j'allais dire. Ok. Voilà, donc moi, l'attaché de presse, j'attends de cette personne qu'elle m'aide à identifier les bons profils. Est-ce qu'il y a des pistes d'évolution que tu aimerais explorer avec Ours d'un point de vue éditorial? Et deuxième question, comment les agences de com ou les RP peuvent contribuer à faciliter ce travail? Oui, des pistes d'évolution, évidemment, je te l'ai dit au tout début, Ours est né de l'arrêt d'un premier média qui ne s'était pas réadapté. En fait, il faut constamment, pour un média, rester en prise avec les façons de consommer l'actualité pour ses lecteurs. Donc, on est très attentif à ça. On voit les sujets qui fonctionnent, hein, évidemment, sur un newsletter, etc. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va faire les sujets qui vont cliquer le plus, puisque nous, l'objectif, c'est pas d'avoir beaucoup de clics, c'est que nos abonnés continuent à se réabonner longtemps. Donc les pistes d'évolution, ça passe par le format vidéo, un peu ce qu'on fait là aujourd'hui, parce que la vidéo c'est très important, ça permet d'être visible aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est gratuit, pour un média payant c'est un choix aussi de passer du temps à travailler ces formats-là. Ça alimente nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, ça donne de la visibilité, ça agrandit encore le cercle des sympathisants. Le but pour nous c'est que les sympathisants rejoignent le cercle des aficionados et deviennent abonnés. Voilà, et comment les agences RP peuvent contribuer à faciliter ce travail? Toujours nous aider à trouver le bon interlocuteur et travailler sur la durée. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel toi tu pourras mieux t'exprimer que moi, mais les RP, je pense que vous aussi vous aimez bien travailler sur la durée avec un client pour mieux le comprendre, pour pouvoir mieux cibler les personnes. Et justement, on parle de ciblage, on ne parle pas de couvrir tout le monde et tous les médias tout le temps. Donc nous, on a un média professionnel, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une cible précise. Et donc c'est pour ça qu'on veut avoir des attachés de presse pour faciliter notre travail, qui connaissent bien en fait leurs clients. Et si on les interroge, ils vont nous dire je voudrais quelqu'un qui travaille dans l'industrie. Je pense à quelqu'un, je vais voir si cette personne pourrait te répondre. Ouais, ok. Très clair. Merci Mathieu. Allez, tu peux enchaîner avec la prochaine question. Quand tu es un média comme Ours, jusqu'à quel point tu es indépendant? Alors, est-ce que tu veux préciser cette question? Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, écoute, peut-être qu'il peut y avoir une confusion dans la tête des annonceurs quand typiquement vous les contactez pour du public reportage ou de la publicité et peut-être que ces mêmes annonceurs peuvent vous dire écoutez, nous on aimerait plutôt être interviewés dans le cadre un sujet plutôt éditorial et journalistique. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Enfin bon, il y a peut-être une confusion des gens entre le payant et l'éditorial. Oui, alors c'est vrai que ça peut être en plus renforcé par le fait qu'on travaille avec des professionnels de la communication dont le métier est de communiquer par définition. Et donc parfois, effectivement, ils ne perçoivent pas qu'on est un média avec des journalistes et qu'on n'est pas juste leur service com externalisé en fait. Donc là, il y a bien un service communication, il y a bien un service commercial chez nous qui propose des formats de publi rédactionnel ou de publi reportage en vidéo sous forme d'émission. La différence, c'est que dans un côté, il y a un message qui est complètement maîtrisé par le client, par l'annonceur. Il peut relire, il peut choisir son format, etc. Dans l'autre format, quand c'est le journaliste, eh bien c'est le journaliste qui est maître de l'angle, du titre, du sujet qu'il va mettre plus en avant par rapport peut-être à un communiqué qu'il a reçu ou une information pour laquelle il sollicite son interlocuteur. Il n'y a pas de relecture en fait d'article. Si la personne elle insiste vraiment, elle peut relire son verbatim, ses citations, pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'il explique. Après nous, c'est notre métier de journaliste, d'être un peu une passerelle avec un public qui ne connaît pas le métier de la personne
Et c'est pour ça qu'on dit, mais si j'ai bien compris, vous voulez dire que... Et on reformule déjà, et on pense déjà à la façon dont on va l'écrire pour synthétiser ce qu'on s'est dit en 5 minutes et le synthétiser en 2 phrases, par exemple. Ok. Voilà, donc on a ce travail-là. L'indépendance, c'est aussi, comme on est dans un secteur qui est assez étroit, même s'il y a 30 à 40 000 personnes qui travaillent dans la communication en Auvergne-Rhône-Alpes, 30 à 40 000 personnes, c'est des graphistes, c'est des photographes, c'est des DIRCOM, c'est très mélangé comme public, mais c'est sûr que chacun regarde un petit peu ce que fait le voisin. Donc nous, si parce que quelqu'un nous prend une page de pub, on lui faisait un bel article, ça se verrait très rapidement. Voilà. T'as compris le sens de la question. On fait bien attention à ces équilibres. Et puis, c'est pas un communiqué de presse égale un article. Et parfois, on dit, écoutez, est-ce que vous avez d'autres actus? Oui, oui, mais on vous enverra un communiqué de presse la semaine prochaine. Alors non, plutôt dites-le nous maintenant, parce qu'on va faire un seul article. On va pas disperser comme ça pour avoir une présence, pour avoir une persistance rétinienne en voyant la marque toutes les semaines sur le site Ours. Alors, comment prépares-tu une interview et comment les RP peuvent-ils te faciliter le travail? Alors moi je distingue interview, en fait, il y a l'interview telle qu'on peut la lire avec des questions et des réponses, puis il y a l'interview, l'entretien pour alimenter un article où je vais avoir plusieurs interlocuteurs. Donc ça c'est plus sous forme de conversation, d'échange, et j'allais dire c'est les 20 ans de métier que tu soulignais qui permettent de rebondir sur les questions et avec mon expérience de pouvoir creuser un chiffre en disant c'est un pourcentage d'augmentation, mais par rapport à quel chiffre en fait, voilà, d'être un peu pertinent. L'interview sous forme d'entretien, question-réponse, oui, celui-là évidemment il est préparé. Et comment les RP peuvent nous faciliter le travail? Alors ça commence déjà au tout début pour savoir si la personne elle va nous répondre ou pas. Parce que si j'ai pas de réponse pendant une semaine, le dilemme du journaliste c'est bon ok, je me tourne vers quelqu'un d'autre. Mais si entre-temps, la première personne me dit oui, je fais quoi de la deuxième en disant non, mais finalement, j'ai plus besoin de vous. Donc c'est un petit peu délicat. Donc les RP, c'est peut-être pas évident pour vous non plus d'avoir des réponses de vos clients, mais de savoir si ça va être oui ou si ça va être non. Si l'interlocuteur est vraiment prêt Exactement. À juger l'interview. Et voilà. Et nous, il nous est arrivé qu'on dise oui, alors c'est ok pour tout, sauf sur ce sujet. Quel type de questions vous allez poser? Les questions, ce sera ça globalement, mais on va pas vous livrer les questions à l'avance. Okay. Parce qu'il y a toujours cette spontanéité, et si c'est que des questions par écrit, ça va être une réponse par écrit très langue de bois, on perd le naturel. Ce qui fait que ça nous est arrivé une fois, il n'y a pas très longtemps, on dit bon, je parlerai de tout sauf de ce sujet-là, et le journaliste, une fois que comme nous deux, on est en face à face, yeux dans les yeux, dit bon, évidemment il y a une question que je ne peux pas éviter de vous poser, c'est celle-ci. Et la personne n'a pas dit sortez, c'était pas convenu, parce qu'en fait la relation de confiance elle s'est établie. Au bout d'une heure d'échange, en fait la personne a trouvé que c'était naturel de répondre à ces questions. Elle était plus frileuse comme elle pouvait l'être. Oui, absolument. Mais c'est normal, on a besoin de se connaître. Et c'est pour ça aussi que nous on aime bien travailler dans la durée, c'est-à-dire que l'on voit les articles qui sont écrits par Ours, on ne cherche pas à faire quelque chose de sensationnel. On cherche à être juste, précis. Et donc, c'est, je pense, quelque chose qui est reconnu sur la perception de Ours. Eh bien, écoute, je t'invite à découvrir la toute dernière question et on aura clôturé ce premier échange. La dernière question, comment Ours continue à innover et à se réinventer pour rester pertinent dans un paysage médiatique en constante évolution? Alors, paysage médiatique en constante évolution, évidemment, les formats se multiplient. Est-ce qu'il faut aller sur TikTok? Nous, la réponse était non. Parce qu'on ne peut pas être partout et être bon partout. Et il faut passer du temps sur un réseau social pour l'acclimater et savoir comment bien l'utiliser. Le Monde fait ça très bien, le New York Times, le Washington Post. Il y a des équipes. On n'a pas les mêmes effectifs. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Nous, on ne peut pas. Moi, j'aimerais bien aller sur Twitch, faire une émission sur Twitch et tout, mais c'est du temps et j'ai pas encore la pratique et il faudrait du temps. Pourquoi vous faites pas un podcast? Je fais pas un podcast parce qu'en fait, c'est du temps et parfois, il y a des interlocuteurs qui me disent « Mais Mathieu, tu vois l'échange qu'on a eu là au téléphone, si tu l'avais enregistré, ça aurait fait un super podcast. » Je dis « Ouais, pas tout à fait, c'est pas la même qualité sonore, c'est pas les mêmes... C'est pas ça un podcast, c'est encore monté, c'est encore un format, quoi. C'est pas un échange à bride abattue.
Continuer à innover, c'est pas pour moi aussi que la tech. On parle beaucoup d'IA, nous on s'interroge aussi, est-ce qu'il y a certaines informations qu'on ne pourrait pas automatiser, comme les marchés publics. Il y a une date de rendu des dossiers, il y a le lot-temps, voilà comment est décrit la prestation. L'apport du journaliste, son expérience, elle compte pas beaucoup là. Je préfère libérer du temps pour que le journaliste aille agrandir son réseau professionnel, sa connaissance du secteur, plutôt que de passer du temps dessus. Donc là, on peut chercher des solutions. Après, nous, c'est pas ChatGPT qui va écrire nos articles, parce que on va justement aller creuser avec les personnes, et c'est important pour nous d'avoir ces relations d'échange aussi pour comprendre le secteur et ses évolutions. Mais je disais, innover, c'est pas que technique, parce que pour nous, innover, c'est aussi comprendre comment l'information elle est diffusée. Quand elle est diffusée par les réseaux sociaux, c'est l'algorithme qui commande, hein, que ce soit LinkedIn ou Facebook ou n'importe quel réseau. Si un contenu, si un article qui est publié, d'abord les liens sortants, les plateformes elles n'aiment pas beaucoup, donc elles les pénalisent. Et si ensuite il ne fonctionne pas dans les 2 heures, la note l'algorithme va dégrader la note. Donc en fait, vous n'allez pas forcément le voir apparaître. C'est pour ça que nous, il a pu nous arriver de traiter des sujets 2 ou 3 jours après nos confrères, parce qu'on voulait avoir l'interlocuteur et pas juste répéter le communiqué de presse qui avait été copié-collé par des confrères. Et ça nous a pris du temps justement à contacter la personne. Mais on a apporté une information qui nous semblait intéressante, plus précise. Et l'article, il fonctionne, ou les articles fonctionnent bien. Parce qu'en fait, nos lecteurs, ils ne sont pas journalistes. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas la journée à surveiller, à faire une veille informationnelle. Ils regardent peut-être le matin le site, peut-être qu'ils attendent un newsletter, le 16h, le 4h, c'est notre newsletter quotidienne. Et on a des taux d'ouverture supérieurs à 50%, c'est-à-dire que c'est un rendez-vous. Oui. C'est un rendez-vous. Alors le taux de clic, forcément, il évolue selon l'intérêt des sujets. Mais nous, c'est constant, c'est-à-dire que la newsletter du vendredi, elle est rattrapée pendant le week-end, et quand on ouvre le lundi, on voit qu'elle est toujours à 50-52%. Donc, innover, c'est pour nous aussi comprendre comment l'information elle est lue pour la proposer à différents moments. Et par exemple, quand on travaille sur un sujet pour la revue, on va d'abord la réserver à la revue imprimée et on va la mettre 1 mois plus tard à peu près sur le site. Comme ça, Google va pouvoir référencer cet article. Et c'est un article qu'on va pouvoir reproposer un petit peu plus tard. Là, on est en train de travailler sur un sujet sur la maladie dans le milieu professionnel. J'ai un cancer, est-ce que je dois en parler? Pendant longtemps, c'était un tabou. Et en fait, on en parle à son entourage. C'était un tabou parce qu'on craignait d'être pénalisé dans sa carrière professionnelle. Et là, on voit de plus en plus de personnes qui en parlent. Le patron de Publicis en a parlé publiquement. Il a fait une vidéo. Une présentatrice de BFM à Lyon en a parlé en disant « je serai absent quelques mois parce que je vais me soigner ». Donc voilà, donc on ose plus en parler. Et ça, c'est typiquement le type de sujet que l'on aime bien creuser avec les interlocuteurs que je citais et qu'on va pouvoir proposer à différents moments de l'année parce que le sujet il n'est pas évacué en une seule lecture, il reste pertinent. Bon, au bout d'un an, peut-être que les personnes auront changé de poste, mais en tout cas, ce qu'elles auront dit, leur vécu, leur témoignage restera intéressant. Donc voilà, pour nous, innover, c'est pas seulement la technique, c'est aussi comment le lecteur va lire l'information et lui proposer selon l'endroit où il va se trouver. Oui, avec quelle fréquence, quelle cadence, et on met toujours le lecteur au centre de la préoccupation finalement. Absolument. Ok. Eh bien, écoute Mathieu, un grand merci d'avoir pris le temps de jouer le jeu de l'interview et je te propose qu'on enchaîne sur une autre partie qui est la partie 3 conseils ORP. Bon, je suis impatient.